Vous avez dirigé tous les deux un ouvrage, 7 auteurs y ont contribué, sur ce que vous appelez une colonisation nouvelle qui va de 1750 à 1850. Je vais vous laisser en parler, à peu près. Je vais vous laisser en parler parce que vous le ferez mieux que moi. Bernard Guénaud. Allez-y parce que ça... C'est vert ? Non, alors il faut que ce soit vert. C'est vert, c'est bon. Alors, la colonisation nouvelle, en fait, ce n'est pas nous qui appelons, c'est un terme de l'époque pour signifier une nouvelle étape de la colonisation après la fin de l'esclavage. Parce que c'est un programme mondial. Voilà, c'est un programme mondial. Alors, notre ouvrage, alors la période commence vers 1770, quand les économistes disent qu'il faut remplacer le travail servile, travail des esclaves, par du travail libre. Et qu'il faut chercher donc des établissements qui pratiquent le travail libre dans le monde entier. C'est un côté presque expérimental, non ? Très expérimental. Et d'autre part, la partie paradigmatique également de la période, c'était que le commerce, les échanges devaient apporter la paix et la liberté. Donc c'est très marqué par cette subordination à un commerce libre. Voilà. C'était quelque chose d'utopique. On va peut-être vous donner... Attendez, on va prendre un micro. Vous devez avoir un micro là. Ah oui, vous ne passez pas. Bonjour. Marcel Dorigny, c'était un programme, vous qui connaissez bien la colonisation, est-ce que c'était un programme un peu utopique ? Alors, le mot utopique va prendre un sens presque péjoratif, presque réducteur au 19e et au 20e siècle. Je crois que dans la pensée des théoriciens de la nouvelle colonisation, qu'ils soient suédois, je pense à Wallström bien entendu, anglais, français, hollandais, c'est pas ça. C'est l'idée que le système, on va dire, coercitif de la colonisation héritée des grandes découvertes du XVIe siècle ne pouvait pas durer. Le coup de tonnerre de l'indépendance des États-Unis a été déjà un signal. On ne peut pas maintenir ces peuples sous la domination. Il faut trouver autre chose, et cette autre chose, c'est ce qu'on va appeler la nouvelle colonisation. Une colonisation qui se ferait en quelque sorte par une série d'échanges réciproques qui devraient fonctionner. Et alors évidemment, le point noir de la colonisation qui s'achève, qui va s'achever, c'est l'esclavage. On n'en veut plus. Plus de traite négrière, plus d'esclavage. Il faut rapprocher les établissements européens de ceux qui les travaillent. Au lieu d'exporter de la main-d'œuvre à travers l'Atlantique, il faut aller là où elle est, sur place. Alors en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Mais est-ce que ça va préfigurer ce qui va se passer plus tard ou pas du tout ? En partie. Bernard, tu vas le dire. Oui et non. Voilà. C'est-à-dire qu'il est vrai que d'une certaine façon, ça peut couvrir l'impérialisme. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de conquête territoriale, il n'y a pas de projet territorial. C'est uniquement un projet commercial. Et ça, c'est la grosse différence. La deuxième grosse différence, malgré tout, c'est que la colonisation est une entreprise de domination, certes. Néanmoins, ce qu'on voit avec la colonisation nouvelle, c'est que d'une certaine façon, le travail forcé qui a remplacé l'esclavage d'une certaine façon dans l'impérialisme classique, le travail forcé n'existe pas. On peut même considérer que c'est complètement antinomique. Donc voilà quand même deux différences. Mais d'un autre côté, ça préfigure l'entreprise de civilisation qui sera une justification idéologique de l'impérialisme. Voilà pourquoi la réponse est ambiguë. C'est un sujet peu connu, curieusement. C'est pour ça que nous avons fait ce livre. Mais par exemple, dans le texte mythique de Condorcet, Des progrès de l'esprit humain, qu'il a écrit vraiment à la fin de sa vie, il l'a écrit dans le grenier de la rue Servandoni, le dernier chapitre, le livre 10, il décrit les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est exactement ça. Il n'emploie pas le mot colonisation nouvelle, mais c'est ça.
que des relations pacifiées, des relations d'échange de connaissances, d'échange de commerce, d'échange de main-d'œuvre doivent se substituer. Alors évidemment, l'avenir du 19e et du 20e siècle n'a pas tout à fait confirmé ce projet. C'est autre chose. Hein. Mais c'est vrai que cette phase entre les deux systèmes coloniaux mérite d'être connue. Alors, oui, je vous en prie. Je dois ajouter que c'est un projet international. Oui, Et oui, donc, oui. dans notre ouvrage, on a des contributeurs. On a des contributeurs italiens, ce qui n'est pas évident parce qu'il Non, parce qu'il n'y a pas de colonie. Voilà, mais par Mais il y a contre, des qui projets. étaient fortement impliqués dans la définition. On a des contributeurs espagnols, ce qui n'est pas non plus évident. On a des contributeurs Une néerlandaise. néerlandais Qui- également, qui- puisque ça a concerné Java. Donc, c'est international. Alors, puisqu'on est là aussi pour parler de Napoléon, on va parler des armées de l'Empire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'officiers de couleur dans les armées de l'Empire? Oui, il y en a eu, malgré tout, qui ont échappé. Disons qu'il y a eu une grande épuration en 1802, au moment de l'expédition Leclerc. Mais après, il y a eu des officiers de couleur qui sont restés, pas toujours à un niveau subalterne. Il y en a un, Serran, qui est devenu général, par exemple. Il y avait on peut dire qu'il y avait une égalité d'avancement ou pas dans l'armée? Avec la période de l'Empire, l'avancement a été considérablement bloqué. Hein. Il y a une période d'avancement à l'époque de la République, ça c'est incontestable, Ouais. mais avec l'Empire, l'avancement a été bloqué. Et est-ce qu'il y avait un amalgame, quelle que soit l'origine des personnes? Alors, le problème avec les officiers de couleur, on est toujours dans le cadre des officiers de couleur, hein, le problème c'est qu'il y avait un décret qui éloignait, alors pour les possibilités d'avancement c'était quand même rédhibitoire puisque le siège du ministère était à Paris, il y a un décret qui éloignait les officiers de couleur de la capitale. Donc quand on sait qu'à l'époque, pour avoir de l'avancement, il fallait démarcher sans arrêt auprès des bureaux, c'était quand même un handicap considérable. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une idéologie, les mots sont forts que tu emploies, mais une idéologie raciste à ce moment-là? Alors, écoutez, il me semble quand même que ce qu'on va appeler le préjugé de couleur, qui n'est pas nouveau, mais repart à toute vitesse au début du 19e siècle. Reprend de l'ampleur. Alors évidemment, il y a le fameux livre L'histoire naturelle du genre humain. On voit pour la première fois cette table, cette planche où on voit tout en haut l'homme parfait qui est blanc, qui est grec, qui est Apollon, et tout en bas le singe. Et entre les deux, la dégradation de l'espèce humaine. Ça, c'est 1801. C'est le démarrage. Puis après, évidemment, il y aura de très très nombreuses théories rappelant, instaurant la hiérarchie des races, la hiérarchie des couleurs, etc. Ce sera le credo du 19e siècle Mais et ça, du 20e. ça va quand même sacrément à l'encontre des principes universalistes de la Révolution, il me semble, non? Il me semble aussi, oui. Mais ils ne s'en réclament pas de la Révolution. Hein. Là, on est sur un autre courant, une autre pensée. Le siècle des Lumières, le 18e siècle, le credo du 18e siècle, c'était l'unité de l'espèce humaine. Avec des nuances et des variantes, peut-être, selon les auteurs. Bon, là, fin du 18e, on a un tournant où on parle de l'inégalité des races. C'est capital dans l'histoire. On verra ça jusqu'aux années 1940. Je suis absolument désolée parce que je ne sais pas qui vous êtes en fait, parce que je ne vois pas votre nom d'ici et qu'on ne m'a pas dit. Donc, mais je ne le vois pas. D'accord, très bien. Alors, présentez-vous peut-être d'un mot. Oui, non, mais Mais si, qu'on sache qui vous êtes avant que vous parliez. je suis un nouveau résident dans la région, parce que Ouais. je viens de Belgique. Oui. Mais donc j'ai écrit un Waterloo. Et je voudrais La marche de l'abîme. Voilà. Et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai écrit aussi un livre sur la guerre d'Indochine et sur Dien Bien Phu. Ce qu'il faut savoir à Dien Bien Phu, c'est que sur 279 officiers français, il n'y a que... Enfin, 279 officiers dans le camp de Dien Bien Phu, il n'y a que 2 non-français. Et je parle de 1954. Ouais. Donc, vous voyez... L'amalgame ne s'était pas fait. Pour en revenir à Napoléon, est-ce que vous pensez que c'était une décision personnelle? Est-ce que ça correspondait à une stratégie politique? Que ce retour à l'expansion coloniale, évidemment, c'était une stratégie politique aussi. Là encore, comme souvent en histoire, la réponse est un peu oui, un peu non. C'est-à-dire qu'il y a eu incontestablement une pression du lobby colonial qui était très très fort et que le coup d'État de Brumaire a libéré. Hein. La deuxième réponse, c'est que la prise de décision dans un régime comme le régime bonapartiste, on ne peut pas échapper à la responsabilité personnelle quand on sait que le fonctionnement du régime
était largement dépendant d'un homme. Donc, au départ, il n'y a pas eu une volonté clairement affirmée de rétablir l'esclavage. Il a voulu jouer un petit peu des circonstances, mais quand l'occasion s'est présentée, je crois que la décision est prise. Il a cédé sans trop de douleur, je crois, au lobby colonial, au lobby des planteurs, au lobby des armateurs, qui, depuis l'abolition de l'esclavage, depuis 1994, n'avaient jamais accepté, avaient toujours fait pression pour que l'on revienne en arrière, cette fameuse loi française qui était l'exception. Toutes les autres nations européennes avaient maintenu l'esclavage, renforcé même, je pense à l'Espagne, et là, il était aboli, cet esclavage. Et c'était la tare, il fallait revenir dessus. C'était impossible dans le cadre de la République, absolument impossible. Je rappellerai quand même que la Constitution de 95, la troisième de l'an 3, pardon, instaure l'égalité législative, l'unité entre les colonies et la métropole. Donc on ne peut pas rétablir l'esclavage dans les colonies sans ouvrir la voie à l'esclavage dans la métropole. C'est pas possible. Hein, c'est la même loi, même statut juridique. C'est impossible. S'il avait pu, il aurait fait du golfe du Mexique un lac français, non? C'était un des projets. Mais bon, il y a eu quelques obstacles. Premier obstacle, c'était les Américains qui voulaient absolument la Louisiane. Et d'autre part, Saint-Domingue qui lui a échappé. Alors, il y a eu un petit obstacle aussi. Jean-Luc Ancelli, donc, vous avez commencé à en parler un tout petit peu. C'est Waterloo, ça a été un élément fondateur de notre histoire à tous et de son histoire à lui, évidemment. Pendant 5 jours, enfin presque du matin au soir, il a changé complètement son étoile est tombée, disons. Bah, c'est surtout une énorme erreur politique. Il aurait mieux valu qu'il restât à l'île d'Elbe, hein, pour tout le monde. Hein. Il est certain que les conséquences de Waterloo sont considérables, puisque enfin la France est débarrassée du régime impérial. Elle peut enfin entrer dans l'ère moderne. Elle peut enfin envisager la révolution industrielle. Parce que jusqu'en 1815, c'est pas possible. Et à part le coût humain et le coût financier, il est certain que d'un point de vue historique, on peut considérer que les 100 jours sont une aberration et une catastrophe, de mon point de vue. Waterloo, c'est aussi trois personnalités, 3 hommes qui vont s'entrechoquer. Il est certain que Wellington, c'est un gentleman. Donc pour lui, Napoléon n'est pas un gentleman. Donc on n'a pas à prendre de gants. Blücher, c'est autre chose. Blücher, il est prussien. Hein. Blücher, il est prussien. C'est le vaincu de 1806. Lui, il en veut aux Welsh. Hein, il appelle les Français des Welsh. Ce qu'il veut, c'est disperser la France en quelques principautés et faire en sorte qu'elle n'envisage pas de refaire la guerre. Mais de mon point de vue, le vrai vainqueur de Waterloo, ce n'est ni Blücher, ni Wellington, ni évidemment pas Napoléon, c'est Gneisenau, son chef d'état-major, chef d'état-major de Blücher. Parce qu'il est le 16 du soir, après la défaite de Ligny, c'est lui qui décide de marcher vers les Anglais et non pas vers Liège. À partir du moment où il prend cette décision, il a d'ores et déjà gagné. Voilà. Les points de vue, c'est toujours comme ça en histoire, mais là on se dit plus que jamais, les points de vue sont vraiment différents en fonction des pays, là, pour le coup. C'est pour ça que je me suis efforcé d'écrire ce livre en fonction de chaque point de vue. Du point de vue hollando-belge, du point de vue prussien, du point de vue anglais, parce que confronté au même événement, et ça nous le vivons tous les jours, vous voyez un accident de la circulation, et en fonction de votre position, vous ne voyez pas le même accident. Bon. Et puis il y a des aspects qui ont été un peu méconnus, par exemple le fait que les 9 généraux hollandais ou belges de l'armée de Wellington sont tous d'anciens généraux de Napoléon. Le général Chassé, par exemple, qui à la fin de la bataille mène une contre-attaque victorieuse, a été le héros d'Arcis-sur-Aube en 1814. Donc si vous voulez, ça devient une querelle de famille. Hein. Les Hollando-Belges, finalement, il y en a qui se demandent un peu ce qu'ils font là, parce qu'ils font la guerre pour le roi de Hollande. Hein, pour le roi des... Bon. Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, voilà. Donc, vous parlez de Waterloo. En fait, je m'appelle Claudine Clabots et je viens directement de Waterloo. Donc, parce que vous y habitez. J'y habite, voilà, depuis longtemps. Et ce que je peux dire, c'est que la Belgique a un regard un petit peu particulier vis-à-vis de cet événement, puisqu'il faut savoir qu'une partie des Belges francophones s'est battue contre une autre partie des Belges
plutôt à tendance néerlandophone. Et il y a des gens qui prétendent que ça pourrait être un petit peu l'origine de certains conflits. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait dans la même famille des frères qui se battaient contre d'autres frères. Et moi, en fait, si je peux me permettre, moi je sors un peu des batailles parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi je suis plutôt dans les exploits des femmes qui ont tourné autour de Napoléon Bonaparte. Marie Walewska notamment. Pardon ? Marie Walewska notamment. Voilà, exactement. J'ai évoqué la belle histoire d'amour avec Marie Walewska. Et ce que peu de gens connaissent à fond, c'est la vie de leur fils, Alexandre Walewski. Et j'ai eu le descendant de Napoléon en personne et de Marie Walewska qui vit actuellement en Genève et qui a préfacé mon ouvrage et qui m'a fait des confidences puisqu'il avait toutes les lettres que Napoléon lui avait envoyées. Quel rapport avait-il avec son père d'ailleurs ? Pardon ? Alexandre, quel rapport avait-il avec son père ? Alexandre, malheureusement, il était très petit quand il a connu son père qui était souvent absent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ressemblait très fortement au point de vue caractère. Et c'était un peu... D'abord, il s'est battu pour la Pologne. Il faut savoir qu'à 20 ans, il était déjà à la cour de la reine Victoria pour évoquer le problème de la Pologne. Et c'est là, avec Talleyrand, qu'il a plus ou moins décidé à Troyes qui serait le premier roi des Belges, Léopold Ier. Donc, pour vous dire quelle importance ce jeune homme de 20 ans avait déjà à l'époque. Et alors, après, il a demandé la nationalité française. C'est lui qui a transformé Paris avec Haussmann. C'est lui qui a rempli le Louvre d'œuvres d'art. C'est lui qui a choisi Garnier pour l'opéra. Donc, c'est un personnage qui a été plusieurs fois ministre, envoyé comme ambassadeur à Londres et qui est devenu l'ami de la reine Victoria alors que son père s'était battu toute sa vie contre l'Angleterre. Et après, j'ai évoqué également Hortense de Beauharnais, qui est la fille donc de Joséphine. Belle-fille donc de Napoléon. Oui, c'est ça. Qu'il a ensuite adoptée. Voilà. Et qui a beaucoup souffert, malheureusement, et qui a trouvé consolation dans l'art, puisqu'elle est devenue une artiste à part entière. Elle composait de la musique, elle peignait. Elle a décoré de nombreux palais, dont certains sont encore ouverts et accessibles pour l'instant. Elle a vécu sa fin de vie à Arenenberg, en Suisse, où vous avez un splendide musée qui est dédié en partie à Napoléon Ier et à Napoléon III, qui était donc vraiment son fils, le fils d'Hortense de Beauharnais. Et alors après, j'ai évoqué Elisa Bonaparte. Là, on va vraiment dire seulement 2 mots parce que je crois que malheureusement l'heure tourne. Moi, ce que je voudrais vous poser aussi comme question aux uns et aux autres, et question à laquelle je vais vous demander de répondre rapidement, c'est que cette chute de Napoléon, est-ce que ça marque une ère nouvelle, le début d'une ère nouvelle ? Pour moi, je ne pense pas. La Restauration, en grande partie, se situe un peu dans le sillage voire même de la Révolution. Enfin, il n'y a pas véritablement, je crois, une rupture nette et un retour en arrière avec la charte constitutionnelle de 1814. Néanmoins, il est évident que la démographie n'est pas la même, hein, obligatoirement, après les saignées impériales. Donc, oui. Voilà. Jean-Luc Ancy, peut-être votre point de vue ? Non, je suis assez d'accord. Moi, je pense que c'est quand même une période importante en ce sens qu'on tourne une page. On tourne une page, même s'il y a la Restauration derrière, mais enfin, ce sont les débuts du romantisme en littérature, dans peu de temps. Ce sont les débuts de la révolution industrielle, puisqu'on commence à importer des machines. Il y a de nouvelles industries qui sont apparues par la nécessité, par exemple, la culture de la betterave à sucre en France, etc., et certaines plantes. Donc je pense que la France, quand même, est assez soulagée, finalement, que Napoléon soit mis de côté, pour pouvoir passer à autre chose. Bon. La Restauration, c'est un autre problème. Mais enfin, il fallait quand même que ça se termine un jour. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, on est obligé d'arrêter là le débat, mais c'est la vie, comme vous dites, Marcel. Merci beaucoup à tous les 3, à tous les 4, pardon.